Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du soir. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce mardi. Au Sénégal, l'opposant Sonko se dit séquestré et appelle à la résistance nationale. L'opposant Ousmane Sonko est sorti de son silence près de 48 heures après avoir été interpellé et ramené de force à Dakar, la capitale. Il appelle ses partisans à sortir massivement dans la rue pour plaider sa cause. Les détails dans un instant. Au Nigeria, le nouveau président a déclaré vouloir lutter contre toutes les formes de criminalité. Bola Ahmed Tinubu a prêté serment ce lundi à Abuja pour devenir officiellement le nouveau président du Nigeria. Ce pays qui est aujourd'hui le plus peuplé d'Afrique est empêtré dans le marasme économique et une grave insécurité. Et puis en Somalie, nous verrons comment le dromadaire est traité comme un roi dans ce pays en proie aux crises économiques, sociales, alimentaires et climatiques. Voilà pour les titres de ce mardi. Et on ouvre notre édition avec le Sénégal. L'opposant Sonko se dit séquestré et appelle à la résistance nationale. En effet, Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à se lever comme un seul homme, selon son expression, contre le pouvoir à l'approche d'un verdict capital contre lui dans une affaire de viol qui subjugue l'opinion en vue de la présidentielle et sème à nouveau la violence à Dakar. Plus de détails avec Aymeric Towignon. Nouvelle journée de tension lundi à Dakar. Dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise, des affrontements ont éclaté entre jeunes, soutien d'Ousmane Sonko et les forces de l'ordre. Les manifestants réclament la levée du blocus autour du domicile de l'opposant. Nous voulons que tous ces barricades-là, ces blocus qui sont devant chez Ousmane Sonko, qu'ils cessent. Parce que ce gars-là aussi, il a le droit de sortir et de vaquer à ses occupations. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de droit. Le président Ousmane Sonko, depuis l'année 2021, c'est ce qu'il veut, c'est l'éliminer dans la course au présidentiel. Est-ce que nous n'allons pas accepter? Voilà, nous la jeunesse, lui c'est notre espoir. L'opposant retranché à Ziguinchor, ville dont il est le maire, a décidé de rentrer vendredi à Dakar à la tête d'une caravane populaire. En route vers la capitale dimanche, son cortège est arrêté. S'en est suivi des échauffourées entre forces de sécurité et militants de l'opposant. Ousmane Sonko sera par la suite conduit par les gendarmes à son domicile à Dakar. Lundi, sur sa page Facebook, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 donne sa version des faits et affirme être victime d'une séquestration au lendemain d'une sortie du ministre de l'Intérieur sénégalais. Une fois à Dakar, j'ai été séquestré. On m'apprend que le ministre de l'Intérieur a déclaré que des armes, c'est pas un arsenal d'armes a été trouvé dans le véhicule. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire en complotant une fois de plus. L'opposant qui continue de dénoncer des manœuvres politiques du pouvoir contre sa candidature à la présidentielle appelle une nouvelle fois à la résistance nationale à la veille du verdict probable de son procès pour viol. Un procès dans lequel Sonko risque l'inéligibilité. Je voudrais également lancer un appel à tous les Sénégalais. Les jours à venir, les heures à venir, que tout le monde se lève comme un seul homme. Parce que force doit rester au peuple. Ils ont l'habitude de dire force restera à la loi. Laquelle loi est aujourd'hui la loi de Macky Sall et de sa coalition. Son appel survient dans un climat de tension grandissante. La mobilisation de ses partisans a régulièrement donné lieu à des incidents et des troubles depuis le début de l'affaire en 2021. À 2 jours du verdict du procès pour viol, l'appel d'Ousmane Sonko fait planer sur le pays le risque de nouvelles émeutes sanglantes. Au Nigeria, le nouveau président promet de défendre la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité. C'est ce qu'a déclaré donc le nouveau président lors de sa cérémonie d'investiture à Abuja, la capitale fédérale. Plusieurs officiels nigérians ainsi que des dirigeants du continent étaient réunis à Eagle Square à Abuja, notamment les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Paul Biya du Cameroun ou encore Paul Kagame du Rwanda. Plus de détails avec Aymeric Towignon.
Après une période électorale éprouvante et une victoire toujours contestée, Bola Tinubu est devenu officiellement lundi le nouveau président du Nigeria. L'ancien gouverneur de Lagos hérite d'un pays en pleine crise économique et confronté à une insécurité grandissante. Des défis que Bola Tinubu compte bien relever. Nous sommes ici pour réparer et guérir cette nation. Et non pour la déchirer et la blesser. Nous défendrons la nation contre la terreur et toutes les formes de criminalité qui menacent la paix et la stabilité de notre pays. Mais Bola Tinubu est considéré comme comptable de la gestion décevante selon une partie de la population nigériane de l'ancien président Buhari dont il est le dauphin. Au-delà de sa casquette de politicien, le nouveau chef d'État est un richissime homme d'affaires accusé à plusieurs reprises de corruption mais jamais condamné par la justice. Officiellement à la tête du Nigeria, Tinubu promet de prioriser les intérêts du pays. Je ne laisserai pas mes intérêts personnels influencer ma conduite ou mes décisions officielles. Je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution de la République fédérale du Nigeria. Que Dieu m'en soit témoin. Le pays le plus peuplé d'Afrique est le théâtre depuis plusieurs années d'attaques terroristes et de violences intercommunautaires. Une situation auquel l'ancien chef d'État Muhammadu Buhari n'a pu mettre fin alors qu'il l'avait promis avant son élection en 2015. Son dauphin, Bola Tinubu, désormais président, en a lui aussi fait sa priorité absolue. Au Soudan, la trêve est prolongée, mais les combats continuent et plongent le Darfour dans le chaos. Des déclarations qui semblent sans prise avec la réalité. En effet, ce lundi, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont annoncé un accord pour une prolongation pour 5 jours de la trêve au Soudan. Mais au moment même de cette annonce, des habitants de Khartoum signalaient des combats dans la capitale et les armes ne se sont jamais tues depuis le début officiel de la trêve. Plus de détails sur la situation avec Soukaina Skali. Plus de 5 semaines de conflit, plus d'1 millier de morts et une trêve reconduite pour 5 jours au Soudan. Pas de quoi stopper les deux clans qui se disputent le pouvoir. Malgré l'entrée en vigueur de cette trêve lundi, des habitants de Khartoum ont signalé des combats dans la capitale. Nous sommes très soucieux de la sécurité et de la tranquillité de tous nos concitoyens. C'est notre priorité dans notre politique. Chaque fois qu'il y a une chance de prolonger le cessez-le-feu, nous n'allons pas hésiter une seconde, mais malheureusement, nous nous sommes mis d'accord une première fois, une deuxième fois, 5 fois. Chaque lendemain, la force rebelle violait le cessez-le-feu et commettait les violations. Face aux accusations, les camps du général Abdel Fattah al-Burhan et celui du général Mohamed Hamdan Dagalo se sont renvoyés la balle, affirmant ne faire que répondre aux assauts de l'autre. Si Riyad et Washington prennent acte des violations répétées, aucune sanction n'a été prononcée. À Khartoum, à cause de la guerre et les violations du cessez-le-feu, je me tiens ici pour appeler à l'aide et la compassion pour sauver plus de 300 enfants qui souffrent de malnutrition, d'aide médicale. Dans certaines régions comme au Darfour, des affrontements violents ont éclaté ces derniers jours dans différentes villes, créant le chaos. Dans ce contexte, les appels à prendre les armes pour les civils se multiplient, risquant de compliquer encore davantage la situation. On vivait dans la ville de Ad-Damazin et la guerre a commencé à Khartoum, alors on a dû partir à Oued Madadi. Nous restons là, mais nous éprouvons des difficultés à cause de cette guerre. Quand la guerre sera finie, nous repartirons à Khartoum. Nous espérons juste de la paix et de la sécurité pour notre pays. Sur le terrain, la persistance des combats empêche toujours les organisations humanitaires d'apporter de l'aide suffisante. Depuis mi-avril, l'ONU estime qu'1 million de Soudanais ont déjà fui leur domicile et se sont déplacés à l'intérieur du pays.
C'était un récit d'Ahmed Parezo. Le procureur de la Cour pénale internationale veut plus d'efficacité dans la lutte contre les crimes de guerre. Karim Khan, en visite en République démocratique du Congo, apprenait lundi à Bukavu une autre manière de travailler en concertation avec les autorités et la communauté internationale pour lutter contre les crimes de guerre. Alors selon lui, il faudrait une action collective, un partenariat plus fort entre le gouvernement, les gouverneurs de province, la société civile, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies afin de démontrer une volonté commune de mettre fin au crime. La faim risque de se propager dans 22 pays dans le monde. En effet, l'insécurité alimentaire aiguë risque d'augmenter en ampleur et en gravité dans 18 points chauds de la faim dans le monde, comprenant un total de 22 pays, selon un nouveau rapport des Nations Unies publié lundi dernier. Reportage Soukaina Skali. De longues files pour espérer obtenir une ration de nourriture. Chaque jour, le rituel est le même et sans une aide humanitaire urgente, ces files risqueraient de s'allonger. C'est le constat dressé lundi par un rapport des Nations Unies. En Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes particulièrement préoccupés par les zones touchées par le conflit au Burkina et au Mali, où nous avons 45 000 personnes confrontées à des niveaux catastrophiques de faim. Le plus inquiétant est aussi que nous voyons maintenant le conflit au Sahel s'étendre aux pays du sud de la région du Golfe de Guinée. Par exemple, nous avons déjà 27 000 personnes qui ont quitté le Burkina Faso et sont arrivées dans la partie nord du Togo. Risques météorologiques, crise sécuritaire, le rapport énumère les différentes causes de ces situations d'insécurité alimentaire. Cette jeune Burkinabé, par exemple, a dû fuir son pays d'urgence, laissant derrière elle de quoi subvenir à ses besoins. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles des hommes armés égorgeaient des gens. Les routes étaient bloquées et il était impossible de partir. Mais ensuite, nous avons été attaqués et nous nous sommes enfuis ici. Comme le Burkina Faso, le Soudan ou encore la République démocratique du Congo, ces pays exigent l'attention la plus immédiate des Nations Unies car leur population est susceptible d'être confrontée à la famine. Produit par le Réseau mondial contre les crises alimentaires, le rapport va permettre d'améliorer et coordonner le partage d'informations et d'analyses pour prévenir et traiter les crises alimentaires. Place maintenant au reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Noël Ndong et Michel Tran. En RDC, arrestation de l'opposant Salomon Idi Kalonda. Et puis nous irons en Libye où 726 migrants clandestins ont été secourus en mer en une semaine seulement. Et puis enfin, la première usine en France de batteries pour voitures électriques a été inaugurée. C'est parti. En RDC, Salomon Idi Kalonda, un proche collaborateur de l'opposant Moïse Katumbi, a été arrêté ce mardi à l'aéroport international de Ndjili alors qu'il s'apprêtait à quitter la capitale Kinshasa et prendre un vol pour Lumumbashi, fief de la province du Haut-Katanga. Plusieurs témoins affirment que Kalonda a été arrêté par des hommes habillés, certains en tenue civile et d'autres en treillis militaire, avant d'être amenés manu militari vers une destination inconnue à bord d'un 4x4. À ce stade, la raison de l'arrestation de Kalonda reste inconnue. L'arrestation d'une personnalité de l'opposition est susceptible de susciter des inquiétudes quant aux libertés politiques et aux droits de l'homme en RDC, en particulier à l'approche des élections. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué lundi que 726 migrants avaient été secourus et renvoyés en Libye au cours de la semaine écoulée. Depuis le début de l'année, 5784 migrants illégaux ont été secourus et renvoyés en Libye. 643 migrants sont morts et 332 autres ont disparu au large des côtes libyennes alors qu'ils traversaient la Méditerranée centrale. Le ministère de l'Intérieur a indiqué lundi avoir arrêté 139 migrants illégaux après leur enlèvement par un groupe de trafiquants criminels
à l'est de la capitale Tripoli. En raison de l'insécurité et du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Mohamed Kadhafi en 2021, de nombreux migrants, pour la plupart africains, choisissent de traverser la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes depuis la Libye. La première usine produisant en France des batteries pour voitures électriques a été inaugurée mardi près de Lens, dans le nord du pays, étape clé vers une profonde métamorphose industrielle visant à rattraper le retard sur les constructeurs chinois. Et l'usine inaugurée en est la première brique visible. La production doit démarrer à l'été et la commercialisation à la fin de l'année 2023. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a appelé à montrer ses muscles industriels. Le gouvernement français s'est fixé comme objectif de produire en France 2 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030. La France vise à fournir à son industrie automobile suffisamment de batteries assemblées dans le pays d'ici 2027 et même exporter des batteries françaises par la suite. Et on continue avec l'actualité. En France, c'est le dossier épineux des retraites qui n'est toujours pas enterré. Le président de la Commission des finances a donné son feu vert à l'examen de la proposition d'abrogation du recul de l'âge de la retraite à 64 ans. L'insoumis Éric Coquerel a rejeté l'argument de son inconstitutionnalité brandi par le camp présidentiel. Le député LFI a même revendiqué une application souple de la Constitution au nom de la défense de l'initiative parlementaire et du droit de l'opposition. À l'inverse de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, du Parti Renaissance, qui a assuré mardi matin qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte attendu mercredi en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. On écoute donc Yaël Braun-Pivet. Elle était l'invitée de France 2. L'article 40, il est d'interprétation stricte. Est-ce que ça crée une charge ou pas? Est-ce que ça crée une dépense ou pas? Il n'y a pas à avoir une interprétation politique. En fait, notre rôle en tant qu'élu, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle existe. Ça n'est pas d'appliquer la loi telle qu'on voudrait qu'elle soit. Moi, je vois, M. Coquerel aimerait que l'article 40 n'existe pas. Très bien, c'est son droit. Mais aujourd'hui, cet article, il existe, il doit l'appliquer et s'il remplit pleinement sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi, ou à tout le moins l'article 1, irrecevable. La situation est très tendue dans le nord du Kosovo. Une trentaine de membres de la force internationale emmenés par l'OTAN au Kosovo ont été blessés ce lundi dans des heurts avec des manifestants de la minorité serbe qui réclament le départ de maires d'origine albanaise récemment élus aux élections locales. Les élections du conflit avec Laurent Leleu. Le Kosovo fait face à une nouvelle journée de tension alors que des manifestants serbes se sont rassemblés lundi devant la mairie de Zvecan, une ville du nord du pays, pour réclamer le départ des maires en place. Nous n'avons que deux demandes. Déjà, laissez-nous entrer dans la mairie et ensuite, retirez-vous. Tant que vous serez là, nous serons là. La KFOR, force internationale dirigée par l'OTAN au Kosovo, a déployé des soldats anti-émeutes pour empêcher les manifestants serbes d'accéder à la mairie. Une démonstration de force vis-à-vis des Serbes dénoncée par Belgrade. Aujourd'hui, ils n'ont pas protégé les gens, ils n'ont pas protégé la démocratie ni les institutions. Ils ont plutôt protégé les usurpateurs de la démocratie des citoyens ordinaires. Mais nous devons continuer à préserver la paix. Ces tensions ont débuté en avril avec le boycott des Serbes des élections municipales, étant donné que de nombreux membres de la communauté dans le nord du Kosovo ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina et restent fidèles à Belgrade, la Serbie n'ayant jamais approuvé l'indépendance proclamée en 2008 de son ancienne province. Un boycott qui par conséquent a conduit à l'élection de maires albanais avec une participation très faible. Ne permettez pas à ces faux maires d'entrer ici parce qu'ils ont gagné 50 votes. Même les Albanais n'ont pas voté. L'OTAN a condamné ces violences et a appelé à leur cessation immédiate. Mais la situation reste tendue, avec des arrestations de manifestants et l'armée serbe placée en état d'alerte maximale. La France a également condamné ces violences et a appelé les parties à revenir à la table des négociations.
Partons maintenant pour la Somalie, où vous allez découvrir que dans ce pays, le dromadaire est traité comme un véritable roi. En effet, pour beaucoup de Somaliens, le camélidé est un cadeau des dieux. Il est d'abord source de lait et de viande. C'est aussi la bête de somme des longues transhumances dans le désert. Et tandis que les événements climatiques extrêmes se multiplient dans le corne de l'Afrique, eh bien cet animal est toujours une valeur refuge en temps de crise. Reportage. Ali Abdi Elmi est un nomade somali. Il se déplace régulièrement pour trouver de l'herbe fraîche. Après une longue marche, rien de mieux que se réhydrater avec du lait frais. C'est bon pour la santé et c'est nourrissant. Le lait est bon pour nous parce que les chameaux se nourrissent sur des arbres aux propriétés médicinales qui aident à combattre les maladies. J'ai 5 enfants et nous dépendons tous du lait de dromadaire pour survivre. Pour ce pastoraliste de 40 ans, ces dromadaires sont un moyen de survie. Ils servent de transport, ils donnent du lait pour la famille et quand il faut de l'argent pour acheter du sucre, du riz ou des habits, Ali peut en vendre un. En Somalie, le dromadaire est au cœur de la société. On compte 7 millions de ces camélidés pour une population de 15 millions d'habitants. Les dromadaires sont très importants dans la culture somalie parce que quelqu'un est considéré comme riche ou peut monter en statut social en fonction du nombre de dromadaires qu'il a. Un mâle peut coûter jusqu'à 1 000 $, mais en Somalie, 7 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans cette région de la Corne de l'Afrique, particulièrement exposée au réchauffement climatique, les pluies sont de plus en plus erratiques. Il est de plus en plus difficile pour les éleveurs de survivre. Je suis confronté à la sécheresse et à la famine, ce qui a des conséquences. Mes collègues éleveurs et moi avons perdu beaucoup de dromadaires et de bétail. Les dromadaires ont été décimés par plusieurs catastrophes naturelles, un cyclone fin 2020 et plusieurs épisodes de sécheresse prolongée. Ces pertes ont pour conséquence d'augmenter toujours plus la faim en Somalie et de pousser des millions d'éleveurs à fuir vers des villes qui leur sont étrangères. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. Demain, pour l'édition de la mi-journée, vous retrouverez Laurent Leleu et je vous retrouve dès demain soir pour de nouvelles informations. Bonne soirée à tous.